la zigazon zinzon. On va à la fontaine pour y pêcher du poisson, la zigazon zinzon. La fontaine est profonde, je me suis coulé à fond, la zigazon zinzon. Fille en haut, fille en bas, fille, femme, femme aussi, puis la bottine, tin, rigolet, ha, ha. La face de Stéphane. Oui, la face de Stéphane. Shirley aussi un peu. C'est la première fois que j'écoute les paroles, c'est weird, là. C'est assez weird, ouais. Mais au Québec, si tu dis petit porte-clés, à n'importe quel Québécois, il finit par chanter cette chanson-là. Un petit porte-clés, tourrier. Stéphane est quand même interdit, là. Il est... Ah oui, là, je suis sans mots. Ah ouais, J'étais surpris. je l'ai sorti vraiment très loin du terroir. Ah non, mais t'as peu. Excuse-moi, c'est parce que c'est vraiment intéressant. Mais j'étais allé chercher mon petit poisson, je l'ai trempé dans une fosse bien profonde. Non. Zigazi, femme en haut, femme en bas. De quoi qu'il parle, tu vois, à une époque où on pouvait pas trop parler de sexe, on trouvait une façon d'en parler de toutes sortes de petits porte-clés. Là. Porte-clés rouillés. Wow! Écoutez, bonne année. On va commencer comme ça. Bonne année, passionnés d'intelligence artificielle. On est rendu en 2026. Ben, pas nous autres. Là, on enregistre. On est en studio. On est encore en 2025. Mais vous qui nous écoutez, vous êtes déjà en 2026. Et je suis toujours votre hôte, Jean-François Sénéchal, prof chargé d'enseignement à l'Université Laval. Épisode 125 et donc suite d'un enregistrement de notre party de Noël. Le party d'IA Café, un party où on s'est fait toutes sortes de beaux cadeaux autour de l'intelligence artificielle. Un party de Noël qui s'est terminé très tard, comme tous les parties d'IA Café. Et depuis, maux de tête et regrets, comme tous les parties. C'est le temps de nos résolutions, parce qu'il faut en prendre, c'est-à-dire nos promesses de changement. L'année 2026 commence à peine et déjà, ce qu'on vous propose, c'est de jeter un regard prospectif sur ce qui s'en vient. Qu'est-ce que vous aimeriez voir de plus? Qu'est-ce que vous aimeriez voir de moins? Qu'est-ce que vous aimeriez changer sur le monde de l'intelligence artificielle? Donc, c'est le thème de notre épisode d'aujourd'hui. Un peu plus de quoi, un petit peu moins de quoi. Puis comment allez-vous vous-même changer dans votre enquête sur l'intelligence artificielle. Faire plus, faire moins, c'est le genre d'exploration qui vous est promis dans cet épisode sur l'intelligence artificielle. Début d'année, on se fait des promesses, on prend des résolutions. Ils sont nombreux avec moi, toujours les mêmes 6, ils sont là. J'ai Véronique Tremblay. Bonjour Véronique. Bonjour Jean-François. J'ai Stéphane Midéo qui est là. Comment ça va Stéphane? Bonjour, bonjour à tous, bonne année à tout le monde. Frédéric Plamondon est là aussi. Comment ça va, Fred? Salut, ça va bien. Merci. Shirley Plumeran est là aussi. Comment ça va, Shirley? Salut, ça va très très bien. Toujours avec mon pull de Noël. Hein. On continue, on fait un peu de rab. Ben oui, voilà. Benjamin Leblanc est avec nous aussi. Comment ça va, Benjamin? Ça va très bien, merci. Et Marie-Ève Vachon-Savary est là aussi. Comment ça va, Marie-Ève? Ça va bien, merci. Bonjour tout le monde. Bonne année. Et bonne année, oui. Et bonne année tout le monde. On prend des résolutions. À vous de voir qu'est-ce que vous avez envie de changer. Je suis curieux de vous entendre. Je commencerai par Véronique. Véronique, quelles sont tes résolutions 2025, 2026? Ben, je vais pas être très originale. Ma résolution va être en lien avec mon cadeau de Noël. Le cadeau de Noël que je vous ai fait. Rappelle-nous ton juste cadeau de avant Noël. Ben, mon cadeau de Noël, c'est la technique de prompting IA Café. Donc, oui, ma c'est résolution pour... ma résolution Rappelle-nous ton acronyme. Oui, c'est ça. Pour apprendre à faire de la rédactique du prompting, il y avait un acronyme CAFE comme café. Oui, donc c'est pour le cerveau en premier. Donc, on réfléchit d'abord à la réponse, à la structure de la réponse. A pour argumentation. Donc, on demande à l'outil d'argumenter avec nous, de nous proposer des modifications, des améliorations. Donc, on argumente un peu avec l'outil. On formule la version finale en retenant nous-mêmes le contenu qu'on veut apporter. Et puis, ça, c'était le F là, pour formuler. Et puis, le E pour évaluer la réponse finale. Ouais. Donc,
réévaluer et puis revérifier et revérifier, évidemment. Donc, mon... Ta résolution liée à ça, ma résolution liée à ça, c'est de l'utiliser systématiquement pour m'assurer de garder mon cerveau actif toute l'année avec l'intelligence artificielle. Donc, ma résolution, c'est de ne pas encourager ou en tout cas laisser aller là, mes compétences cognitives pendant l'année. Mettre en œuvre tes propres trucs. Oui, ben c'est un peu comme prendre la résolution d'aller s'entraîner, mais j'entraîne mon cerveau. Donc, je vais garder mon cerveau entraîné toute l'année. C'est comme même type de résolution, mais pour son cerveau. Faut les tenir, ces résolutions. Il y en a plusieurs qui mais je trouve que s'inscrivent dans des gyms, là, mais il faut continuer d'y aller. Là. C'est ça, c'est comme je m'inscris au gym. Là. Ouais. Ben, ce qu'il faudrait faire, c'est comme quand on s'écrit une note, ben c'est ça, des résolutions de l'année. Puis là, à la fin de l'année, on retourne voir nos notes. OK, est-ce qu'on a tenu nos résolutions? Puis là, si tu arrives en studio comme un zombie avec le cerveau tout ramolli, on va savoir que... Avec un cas avancé on fait de brain un test rot. cognitif. Parlez-en à Donald Trump. C'est difficile, les tests cognitifs. On devrait en faire un en décembre 2026 pour voir si Mais non. on a Il perdu. réussit toujours excellemment ça. Il est incroyable. Il n'a jamais vu de test Oui, il est aussi bien incroyable. réussi de sa vie. Parce que c'est très difficile, qu'il dit. Donc, Ben oui, c'est difficile. Tout est Parlons, C'est incroyable. parlons de notre Parlons pas de Trump. Parlons de résolution. Parlez moins de ce monsieur du Sud. Merci, Véro, avec ta belle résolution. Une bonne idée. Utilisez le système Café, comme IA Café, pour interagir avec votre LLM préféré. Merci, Véro. Tiens, je vais passer tout de suite avec Stéphane. On se rappelle, lors de notre spécial de Noël, j'ai failli oublier le cadeau de Stéphane. Ah non. Stéphane, c'est quoi tes résolutions 2026? Qu'est-ce que, un peu plus de quoi, un peu moins de quoi? Un peu plus de quoi, un peu moins de quoi. Ce que j'aimerais trouver en plus, là, en 2026, alors c'est un vœu pieux peut-être, je sais pas, mais ce serait de trouver des usages de l'intelligence artificielle qui aurait plus de valeur humaine et qui pourrait nous aider un peu plus au quotidien sans que ça soit forcément du merchandising ou quelque chose de très économique derrière. Je sais pas, c'est entre un souhait et peut-être pourquoi pas un agent qui aiderait les gens à résoudre des problèmes, ça serait pas mal. Voilà. Puis, est-ce que tu penses que tu vas en trouver? Est-ce que c'est un souhait? C'est ce que tu souhaites? Est-ce que tu en as déjà vu dans le passé, ce genre d'application-là? Alors, et je me suis souvent posé la question, en fait, sur si moi-même, j'avais déjà une idée pour faire un agent de ce type-là. Ouais. Et c'est pas toujours évident, en fait, alors déjà d'avoir les données qui permettraient de le faire. Et d'autre part, alors souvent c'est la médecine qui vient qui vient assez facilement puisqu'on voit que l'intelligence artificielle d'une façon générale peut apporter énormément de choses au niveau de la médecine et là on peut penser que c'est plutôt utile. Dans les autres domaines c'est pas toujours évident. Alors peut-être que là vous avez des idées mais en tout cas il y a toujours du positif et du négatif. Hein. Ça pourrait être par exemple dans l'éducation. C'est souvent le premier champ qui est mobilisé quand on demande c'est quoi les applications d'intelligence artificielle qui peuvent changer nos vies, qui seront utiles. C'est souvent le cadre de la santé qui est souvent mobilisé en disant on a des super applications en santé, ça va permettre de faire de l'aide au diagnostic et tout ça. Mais on a déjà fait des épisodes sur ce sujet-là. Là, souvent, c'est ça. Ça répond à des besoins, mais ça répond pas toujours aux principaux besoins identifiés dans le domaine de la santé. Tu te demandes c'est quoi les principaux problèmes en santé, c'est pas nécessairement là où on investit en IA. Là. Donc, il y a ça comme défi. Ouais, peut-être les gouvernance et de structure. En tout cas. Qu'est-ce que tu as dit? Ben, il y a peut-être des problèmes de gouvernance puis de structure avant des problèmes technologiques. Là. Ben, c'est un peu vers là, que je pointais. Là. C'est-à-dire qu'on cherche souvent des solutions technologiques à des problèmes qui dépassent la technologie. Un peu comme coloniser Mars au lieu de sauver la planète. C'est ça. Au lieu de sauver la planète Terre, ben c'est ça. On arrive avec des solutions. Même chose, dernier épisode, rappelez-vous, dans mon montage audio, on entendait Yoshua Bengio qui
qui parlait de la technologie, jamais trop réfléchi aux problèmes. C'est sûr que là, c'est préoccupant, mais gageons que la solution qui va être déployée par Loi Zéro et Yeshua Benjo, son équipe, ce sera probablement une solution technique. Donc, une solution technique à un problème technique qui a engendré des problèmes psychosociaux, politiques. Pourquoi faire confiance? C'est ça que moi, c'est là-dessus là, que j'ai plus de difficultés. Pourquoi faire confiance à celles et ceux qui ont créé le problème pour le résoudre avec des outils qui ressemblent... Les outils qui ont été utilisés pour créer le problème seraient les mêmes outils pour résoudre le problème. Il me semble qu'il y a des enjeux géopolitiques et sociaux. On ne peut pas tout résoudre avec la technologie. Là, c'est pas ça. Ces problèmes-là sont trop complexes pour les résoudre avec un algorithme quelconque. Là. Ça déplace la technocratie aussi. Au lieu d'avoir des technocrates qui gèrent de la gouvernance, des processus administratifs, tu as des technocrates qui ont une expertise bien fine, qui sont les seuls à pouvoir résoudre les problèmes causés par la technologie. Ça enlève la capacité d'agir, notre capacité collective d'agir sur les choix technologiques quand on fait ça comme ça. En tout cas, bref, c'est ça. Oui, merci. Merci Stéphane pour cette résolution. On a poussé les nôtres un peu en même temps. Mais c'est ça, ça reste un défi en 2026. Moi, ça fait partie de ma réflexion, entre autres, sur les technologies. On essaie de résoudre bien des problèmes complexes avec la technologie. Mais c'est ça, des fois, les problèmes sont juste trop complexes pour que ça passe par une idée simple qui pourrait un problème qui pourrait se résoudre grâce à un outil technologique. Je sais que moi, j'enseigne à des ingénieurs, là, je sais que leur tête est conçue comme ça. Là. Je vais trouver une idée technique et technologique pour résoudre les plus grands problèmes du monde. Mais c'est ça, les problèmes sont peut-être un petit peu trop grands pour juste être appréhendés grâce à un outil technologique. OK, merci Stéphane. Je me retournerai vers Benjamin Leblanc. Benjamin, quelles sont tes résolutions 2026? Plus de quoi, moins de quoi? Ben, tout d'abord, j'aimerais véhiculer les souhaits de quelqu'un qui n'a pas pu se rendre en studio avec nous. Malheureusement, il était occupé aujourd'hui. J'ai nommé Jeffrey Hinton. Wow. Je pensais que tu allais me donner des nouvelles de Sylvain. Ou de David Beauchemin. Oui, c'est ça. Jeffrey Hinton, OK, oui. Non, c'est ça, on se textait là, bon, hier, comment va-t-il? Va bien? Maudit, il n'a pas pu venir. Mais oui, j'aimerais analyser un peu une conférence de presse qu'il avait fait avec Bernie Sanders aux États-Unis. Oui, j'ai vu ça. Peut-être que tu sais où je m'en vais. Donc, il y a quelqu'un dans la foule qui a demandé à notre cher Hinton, il lui a demandé, est-ce que vous avez déjà vu le film Wall-E? Donc, je vous pose la question à vous. Wall-E, le petit robot qui vit seul sur la planète Terre, qui a été complètement dévasté. Au fur et à mesure que le film avance, il se retrouve au sein d'un vaisseau spatial où l'entièreté de l'humanité loge maintenant. Le point surtout qu'il veut amener avec l'analogie, c'est que dans ce monde-là, c'est la technologie qui gouverne absolument tout, qui fait toutes les tâches. Les humains, ils ont 24 heures de temps de loisir, de temps de repos, etc. Donc là, la personne dans la foule a demandé, est-ce que vous croyez que ce genre d'utopie-là, c'est ce vers quoi on devrait tendre avec l'intelligence artificielle? Donc là, la réponse de Hinton se voulait un brin mitigé. Il a dit, dans un monde idéal où les décideurs auraient à cœur l'intérêt du public, moi, je pense que oui, mais il faut être réaliste, blablabla, blablabla. Puis là, je trouvais ça un peu curieux parce que, au final, Hinton, c'est un pro de l'intelligence artificielle. Je pense que faut s'entendre là-dessus, mais oui. Je trouve ça curieux quand les gens d'un certain domaine, par exemple extrêmement technique, commencent à nous donner leur point de vue sur des points de vue sociétaux, nous dire vers quoi la société devrait tendre, ouais. Quel genre de valeurs on devrait aller chercher ultimement. Parce qu'au final, c'est son point de vue, puis ça fait spécial d'un jeune étudiant de dire ça de Hinton, mais j'ai trouvé son point de vue extrêmement naïf parce que si on retire le travail dans la société actuelle, il y a tellement de personnes qui vont se retrouver
qui va être complètement dérouté. Le travail, ça fait partie de notre mode de vie depuis tellement de générations. Je suis pas en train de dire que c'est nécessaire, mais je suis en train de dire que établir un virage où on retire ce genre de choses-là de la société, ça demande à réfléchir aux conséquences que ça va amener. C'est pas simplement moins de travail, plus de plaisir, mieux on se porte. Ça demande des réflexions, des réflexions en amont. Puis je pense que Hinton ou certaines personnes qui sont davantage techniques vont pas se poser ce genre de questions-là. Oui, c'est ça. D'essayer de questionner, d'essayer de les aider à identifier c'est quoi la société idéale que vous avez en tête quand vous essayez de déployer cette technologie-là. Puis est-ce que la société idéale que vous avez en tête, est-ce que vous pouvez la formuler? Au moins, ça va nous donner une emprise. On va pouvoir la critiquer, voir est-ce que cette société idéale-là, est-ce qu'on veut vraiment la voir ou est-ce qu'on veut pas la voir émerger, là? Donc, une société où le travail disparaît, dans une société capitaliste, c'est sûr, c'est un idéal qui est tout à fait recevable, là, mais c'est sûr que ça va changer dramatiquement et pour longtemps le cours de la société. Donc, belle... Oui, vas-y. Ouais, je partage ton point de vue, Benjamin. Ça me rend toujours un peu inconfortable quand j'entends des grands experts qui sont très, très bons en maths ou en sciences, en informatique, peu importe, se prononcer sur des enjeux sociaux. J'ai toujours un petit malaise de se prononcer là-dessus, mais j'ai un malaise aussi avec l'espace qu'on leur donne, par exemple, dans les médias, tout ça. Par rapport à ça, c'est un peu comme si on allait demander, est-ce qu'on prendrait la peine d'aller demander à un philosophe son avis sur la construction d'une fusée? Ben non, là, donc c'est un peu la même chose. Puis je comprends que quand on commence à parler d'éthique, le point de vue de tout le monde est intéressant, puis le point de vue de tout le monde est pertinent, mais ce que je comprends moins, c'est pourquoi on met ce point de vue-là au-dessus. Pourquoi on accorde autant de crédibilité à ce point de vue-là? C'est pas parce que c'est des questions sociales qu'on n'a pas besoin d'une expertise dans ce domaine-là pour arriver à des conclusions ou à peser le pour et le contre, finalement. Oui, c'est ça. Mais on est dans cette époque-là. Là. Je veux dire, c'est vraiment... en tout cas, en intelligence artificielle, ceux qu'on voit dans les médias, c'est les experts techniques. Donc, ça fait longtemps que ça fait partie du décor. Yoshua Bengio, nous autres au Québec, c'est ça, il est partout. Puis il nous avertit de la pluie et du beau temps en matière d'intelligence artificielle. Mais puis je dis pas que sa parole n'est pas pertinente, mais c'est sûr que ça manque d'autres types de réflexion. Là. Si tu prends juste les experts techniques qui sont pris dans la technique, dans l'extrait audio que je vous ai présenté, est-ce que la personne lui pose la question, mais est-ce que vous aviez, avant, vous étiez en train de développer ça, est-ce que vous aviez pensé que ça pouvait mener à quelque chose d'aussi grave que ce que vous anticipez? Vous dites qu'on pourrait perdre le contrôle sur l'intelligence artificielle. Y avez-vous pensé avant? Pas vraiment. Mais pas vraiment. Il faut y penser là, quand on développe une technologie, où ça nous mène, tout ça. Là, puis quand on arrive dans les médias, c'est peut-être la parole de ces experts-là vaut, évidemment, mais ça prend d'autres paroles pour l'enrichir. Ils ont ce rôle de... Pardon, vas-y, je t'en prie. Fred? En fait, d'un point de vue... Dans la perspective de l'intelligence artificielle, là, quand on est dans ce secteur d'activité-là, en fait, là, je ne sais pas si vous vous souvenez, il y a quelques années, on a travaillé sur rédiger la Déclaration de Montréal, sur le développement de l'IA responsable, notamment. Ça a donné lieu à une espèce de liste. C'était bien fait, puis c'était le fun de participer à ça. Là. J'étais là parmi la gang qui était là. Il y en avait pas mal. Il y en avait un tas. Il y en avait un tas, là, c'est ça. J'avais pas un rôle particulier, ça, je veux dire. Mais c'est intéressant, mais ça donne quand même un ensemble de principes là, qui guident vaguement la décision, mais qui est somme toute très décaféiné. Là. Ça n'a pas beaucoup de dents, puis ça n'a pas beaucoup de mordants. Mais à partir de ce moment-là, ce qui a retenu l'attention, c'est l'éthique de l'intelligence artificielle. Puis là, c'était partout l'éthique de l'intelligence artificielle. Là, tranquillement, pas vite, il s'est développé une autre façon de le dire, une nouvelle façon. l'IA responsable. L'IA responsable. Puis là, c'est qui peut faire l'IA responsable quand tu as des systèmes d'une extrême complexité? Bien, c'est les experts du système. Dans un contexte où, soudainement, on a des problèmes avec de la sécurité de l'information, des risques informationnels ou cybersécuritaires importants, ce genre de choses-là, réflexions sur l'éthique de l'intelligence artificielle ont quitté le domaine de l'éthique
Puis ils ont investi le domaine de la sécurité de l'intelligence artificielle. Puis là, soudainement, ce qu'on entend, c'est le discours qui est sécuritaire. Puis quand vous regardez, par exemple, du côté de Loi 0, c'est rendre le monde meilleur avec joie et machin, mais c'est de la sécurité de l'IA qu'ils font. C'est pas de l'éthique de l'IA qu'ils font. Puis quand vous regardez les postes offerts, il n'y a pas de staff régulier qui sont éthiciens, sociologues ou anthropologues. Je ne dis pas qu'ils ne travaillent pas avec ces gens-là. Là. Souvent, il y a quand même des ententes partenariales avec le milieu de la recherche, mais il n'y a pas de staff régulier. Ça veut dire que dans les décisions de développement, dans la façon de concevoir les problèmes, dans la façon de concevoir les solutions attendues, cette parole-là ne s'exprime pas. Ce qu'on a besoin, au-delà des opinions des gens, c'est des espaces interdisciplinaires de développement où là, on peut travailler sur des innovations, mais à travers plusieurs perspectives. Ça, à mon avis, on ne l'a pas dans le moment, puis ça manque. On n'en a pas beaucoup, puis ça manque pas mal. On l'a à notre table. En tout cas, perspective interdisciplinaire, on réussit à se comprendre, puis je pense que ça s'enrichit les différents propos. Merci Fred, merci Benjamin, de bien belles résolutions. Je me retournerai vers Shirley. Shirley, résolution 2026, un peu moins de quoi, un peu plus de quoi? Alors, je donne ma résolution juste après Véro qui voulait intervenir. Merci, Shirley. Shirley. Mais je voulais juste dire que le pire avec Yoshua Bengio, par exemple, c'est que je l'ai jamais entendu parler. On l'a jamais interrogé sur des questions techniques. Moi, je l'ai jamais entendu parler de questions techniques. Pourtant, j'ai déjà lu de ses papiers, puis il a l'air de quelqu'un de vraiment fort, là. Mais on le convoque, on le passe en entrevue, on lui pose des questions vraiment sur les enjeux sociaux, puis je l'ai jamais vu, mettons, passer à découverte pour nous expliquer des éléments techniques ou des choses comme ça. Je n'ai jamais vu une conférence technique de cette personne-là. Puis j'aimerais ça. Mais il y a de la difficulté, moi, pour l'avoir interviewé, notre 100e épisode, tiens, vous irez écouter l'épisode. Il donne tellement d'entrevues que j'ai l'impression que c'est plus nécessairement à qui il s'adresse. Comme moi, j'ai essayé de mettre plusieurs pistes pour voir est-ce qu'on peut parler un petit peu plus techniquement de ce qui se passe, c'est quoi un neurone, puis essayer de voir on peut-tu parler un petit peu plus geek de tout ça, puis rapidement, on était en surface, puis j'imagine que c'est ça le défi, là, c'est t'essayes d'être compris, t'essayes d'être intéressant, mais c'est qui m'écoute en ce moment? Là, c'est un podcast, il donne une entrevue, IA Café, c'est qui? Je parle à qui? Ils prennent-tu un café ou ils veulent parler d'IA? Ils nous avaient ramené à l'histoire de l'ours, là, je me souviens plus trop. Ils ramenaient des anthropomorphismes comme... Oui, ben c'est ça. Mais des fois, on vulgarise, puis en vulgarisant, ça devient vulgaire. Mais... Bon, maintenant, je te laisse y aller avec ton cadeau, Shirley. Merci de m'avoir laissé m'exprimer là-dessus. Avec plaisir. Mais écoutez, c'est un peu dans la lignée de tout ce qu'on vient de se dire. C'est pas fait exprès, hein, mais en fait, on est bon. Je sais que je l'ai déjà dit dans ce podcast. On est bon. Parmi les résolutions que j'aimerais bien voir collectivement dans ce monde, alors c'est un peu, je vais ramener un peu d'idéalisme, hein. Certains diraient un peu de naïveté, mais moi je préfère parler d'idéalisme. Ce que j'aimerais, c'est un peu plus de débat démocratique autour du numérique. Et là où je fais le lien avec ce qu'on vient de se dire, c'est que j'ai récemment vu passer un doctorant qui a récemment qui fait sa soutenance, et c'était un doctorat en philosophie. Et l'intitulé de sa thèse était « Un contrat social à l'ère numérique, promesses technologiques et défis politiques ». Je trouvais ça cool que ce soit sous bannière philosophique. Et pour rentrer un petit peu gentiment dans ce dont il parlait, c'était que devient le contrat politique quand la mise en données du réel et l'IA transforme la manière dont on gouverne en automatisant et remplaçant une partie des médiations classiques par des logiques d'optimisation et de prédiction. Et surtout, comment refonder un horizon politique commun démocratique. Voilà. Donc, c'est une résolution un petit peu, je sais pas comment dire, elle a rien de fun peut-être pour certains, pas autant en tout cas que le générique d'entrée de cet épisode, mais mais je trouvais ça assez incroyable comme sujet, et justement d'aller vers la philosophie entre autres pour parler y compris de technique. Voilà. Merci Shirley. Ta bien belle résolution. J'irai vers... J'ai peut-être une petite relance relance là-dessus. Je pense en 2023 ou 2024, Josh
Simmons a écrit un livre qui s'appelle Algorithm for Democracy, dans lequel il aborde ces enjeux-là, notamment sur la question de l'équité puis de la justice, à travers justement comment on réfléchit les algorithmes, notamment les algorithmes prédictifs. Parce que dans la capacité à formuler des prédictions, il y a forcément une capacité, il y a un pouvoir politique qui accompagne ça, parce qu'après la prédiction, tu as une prescription, généralement. Ce qui fait que ça se traduit dans un pouvoir politique réel. Fait que si on est dans une société qui est de plus en plus algorithmique, ou en tout cas dans laquelle des systèmes algorithmiques sont de plus en plus déployés pour faire de l'aide à la prise de décision, de la prise de décision autonome, ou peu importe la prédiction, ça veut dire qu'on transfère une partie du pouvoir démocratique à des acteurs privés qui développent une technologie qu'on comprend très mal. Très belle relance. Rappelle le titre, Josh Simmons? Si ma mémoire me sert bien, c'est Algorithms for Democracy de Josh Simmons. OK, très bien. Merci, Charlie. Merci, Fred. Belle relance. Marie-Ève, tes résolutions 2026. Eh bien, je vais faire une micro-relance. En fait, il y a l'OBVIA, l'Observatoire international sur les impacts sociaux de l'IA et du numérique, qui a publié sa dernière note de brefage justement sur le thème de la participation citoyenne et de la gouvernance inclusive de l'IA. Donc, ça va dans le sens de l'intervention de Shirley. Donc, ça vaut la peine de le lire pour continuer la réflexion sur cet angle-là. Ben oui, bonne idée. Un peu plus de résonance. En fait, ma résolution cette année, mon intention, c'est de reprendre et idéalement compléter la lecture du livre Pédagogie de la résonance. Je ne sais pas si vous connaissez. Non? De la résonance, de la raison. Oui. Non, la résonance au sens la classe qui crépite. Ce moment-là où la classe. Les yeux des étudiants ou des élèves s'illuminent. Il y a un contact entre esprits qui se crée. Vous savez, en tout cas, pour avoir enseigné longtemps. Ça arrive. Ces moments-là sont précieux. Ce moment-là qui est, puis qui est évidemment intangible, qui peut pas se décrire autrement que par presque de l'émotionnel, de l'organique. Ouais. Alors, Hartmut Rosa, qui est un sociologue et philosophe allemand, a été interviewé par un pédagogue qui s'appelle Wolfgang Endres sur cette théorie-là ou ce concept-là que lui a développé de résonance. Et cet entretien-là a été publié là, sous forme d'un livre qui s'intitule Pédagogie de la résonance. Et donc, comme porteuse de ce dossier-là à l'Université Laval, depuis que j'ai commencé, je souhaite chercher à creuser comment amener notre communauté à réfléchir la question de l'IA, mais sous l'angle de la résonance. Est-ce que dans nos cours, est-ce que dans nos classes, d'abord, IA ou pas, est-ce qu'on suscite de la résonance? Est-ce qu'on nourrit cette résonance-là où la relation au monde transforme? Hartmut Rosa parle d'métamorphose, donc il développe un petit peu ce nouveau néologisme-là, il l'utilise dans son livre. Et donc, est-ce que l'utilisation de l'IA que font les étudiants peut être exploitée par les profs pour nourrir une forme de résonance, des salles de cours qui crépitent, des étudiants dont les yeux s'illuminent? Alors, c'est tout ça que j'aimerais pour sortir justement du technique, là, quels outils on utilise, comment ils fonctionnent, comment on formule des requêtes, etc. Plutôt entrer dans une réflexion plus philosophique sur le sens d'apprendre à travers le concept de résonance. J'aime ça me mettre des barres, avoir le temps de creuser ça dans la prochaine année, mais si je suis capable de le faire avancer, la barre est élevée. Nourrir mes discussions avec les profs dans les formations, mais c'est pas grave, c'est pas... Mettre le feu, il n'y a pas juste ChatGPT qui est capable de mettre le feu dans une université, là, peut-être la réflexion qui entoure ça. Comment stimuler, comment s'assurer que les yeux et les esprits crépitent, comme tu dis. Là. Ce que je pense que la plupart des profs veulent de toute façon, c'est un peu la discussion qu'on a depuis, à la limite, je dis souvent, depuis ChatGPT, on n'a jamais autant, je trouve, parlé de pédagogie, finalement, de fondement en pédagogie. Alors, voilà, j'espère pouvoir appuyer davantage mon approche sur la pédagogie de la résonance. Je vous en reparle au mois de décembre. Très belle résolution. On s'en reparle l'année prochaine pour voir à quel point ça a fonctionné
ou pas. Merci, Marie-Ève. Fred, tes résolutions 2026? Ah, j'en ai plusieurs. Il y en a une que j'ai ratée l'an passé, que je vais essayer de refaire cette année. Oui, c'est ça aussi, les résolutions. Oui, c'est ça. C'est comme ça. Là. Je l'avoue, je n'ai pas été capable de livrer là-dessus. Je me suis inscrit au gym, mais je suis pas allé là, cette année, j'y vais. Oui, c'est ça. Là, je vais le faire pour vrai. Là. Mais je veux rédiger un manifeste du techno-optimiste. Ah oui, toi, Ouais. le Grinch va nous rédiger. Je veux sortir de mon costume de Grinch puis faire quelque chose comme Mark Andreessen, qui est un capital risqueur très désagréable, a fait il y a quelques années, en 2023, je pense. Mais j'ai envie de répondre à ça et de faire un manifeste du techno-optimisme, mais sur l'angle de j'y crois pas, là, OK? Mais si je présume que l'IA a une valeur ajoutée, l'IA générative, OK, soyons très clairs, il y a l'IA à des fins scientifiques, à des fins médicales, etc. Puis il y a l'IA générative, le produit là, qu'on commercialise, puis qui est entré dans nos salles de cours. Moi, personnellement, j'y crois pas. Ça, c'est ma deuxième résolution, mais je vous en parle tout à l'heure. Restons dans le techno-optimisme. Le techno-optimisme, en fait, la question, c'est en admettant, en formulant l'hypothèse que l'IA générative a effectivement une valeur ajoutée au plan pédagogique, qu'est-ce que ça prend pour que ça advienne? Combien ça coûte? Qu'est-ce qu'il faut faire comme investissement pour que vraiment ça devienne un outil qui a une valeur ajoutée sur le plan pédagogique? Puis c'est pour ça que j'y crois pas à la valeur pédagogique de l'IA, c'est que selon moi, dans mes calculs pas savants du tout, que j'ai fait sur le coin d'une table hier dans le train pendant que j'étais pogné dans le coin de Manceau, ben c'est qu'on ne veut pas payer pour ça parce que dans le moment où on intègre l'intelligence artificielle générative à l'école, justement pour optimiser puis sauver du temps, justement pour être plus productif, ça veut donc dire que l'intérêt ou la réflexion qui dirait quelque chose comme ben, moi, l'IA générative, depuis que c'est là, je fais de plus en plus de pédagogie relationnelle. Je parle à mes étudiants. J'essaie de créer un transfert pédagogique où, justement, ça se met à crépiter dans la classe, là, la résonance qui est là. Mais il y a un coût associé à ça. Mais il y a un coût associé à ça. Je peux le faire avec une classe de 20 personnes. Je peux pas le faire avec une classe de 60. Fait que là, qu'au lieu de baisser à 20 personnes... Comment on intègre l'IA générative de manière responsable à l'école? Ben, ça veut dire baisser les quotas de classe. Dans un contexte où l'éducation est commercialisée puis c'est les inscriptions qui déterminent le financement, pas possible. Fait que moi, la question que je pose, c'est je suis bien prêt à être techno-optimiste. Mais là, il va falloir qu'on se parle en adulte puis qu'on se dise la question suivante. Combien ça coûte? Qu'est-ce qu'il faut faire exactement? Si on dit, par exemple, dans le cas de l'IA, ça fait gagner du temps quand on produit des tâches. À ça, je réponds, ben non, parce que produire des tâches, il faut aussi calculer les métatâches, donc les tâches sur les tâches. L'acronyme CAFE de Véronique le dit bien. C'est une chose d'opérer un modèle avec la rédactique, c'en est une autre de valider les résultats. La validation des résultats prend du temps. La rédaction, peut-être qu'on l'a fait vite, mais le temps de validation des résultats, là, c'est du temps qu'on perd. Le solde à la fin, il faut le calculer. Puis dans le moment, le calcul, il n'est pas super bon. T'sais. Fait qu'il faut réfléchir à ça nous fait-tu vraiment gagner du temps? Ça a-tu vraiment un avantage? Puis pour ça, ça veut dire qu'il faut mettre de l'argent là-dedans. Il faut valider c'est quoi. Il faut revoir notre façon de considérer l'apprentissage en classe. Puis ça, je pense qu'on n'est pas prêt à le faire. Puis c'est pour ça que je suis un Grinch. Mais je vais quand même faire l'effort de rédiger mon manifeste du techno-optimisme. Première résolution. Marie-Ève voulait relancer là-dessus. Bien, c'est super intéressant. Puis, moi, je suis loin d'être dans. J'ai hâte de le lire parce que je ne suis pas tant dans le techno-optimisme. Je suis plus dans le. Parlons-nous, puis posons-nous surtout les bonnes questions sur les bons enjeux. Puis j'avais une discussion dans une formation où un prof disait, oui, mais j'ai beau interdire, même si je l'interdis, que je dise aux étudiants qu'ils n'ont pas le droit de l'utiliser, ça ne change rien parce que en fin de session, quand ils vont être submergés, ça va être la voie facile pour pouvoir livrer tout ce qu'il y a à livrer. Oui, mais je dis la question, est-ce que c'est pas plutôt pourquoi ils sont submergés au point où c'est pas le sens de livrer, de faire, d'apprendre qui domine, c'est la solution facile. Et là, il y a eu un silence. Dans le fond, c'est que souvent, je trouve que parfois, on s'éloigne des vraies questions. Et c'est ça qu'il faut ramener systématiquement. Le focus au bon endroit. Est-ce que le problème, c'est l'IA ou c'est les classes de sang? Ou problème, 6 livrables dans la même semaine. Ou 6 livrables dans la même semaine parce qu'une équipe... le problème, c'est l'organisation du travail. Du travail intellectuel. C'est comment on pense le travail intellectuel. C'est ça qui compte. T'sais. Si les étudiants utilisent l'intelligence artificielle générative, c'est souvent dans mon expérience, c'est pas parce qu'ils trichent, c'est pas parce qu'ils sont paresseuses. Hey, c'est du monde occupé, ce monde-là. Là. Il y en a plein qui ont des agendas. Mais ils travaillent, ils étudient. Il n'y a aucun doute. Là. Ils utilisent l'IA parce qu'ils sont pris, ils sont coincés, ils sont dans le temps, il faut qu'ils livrent quelque chose, puis etc., etc. C'est ça l'enjeu. Réfléchir l'IA à travers juste ce qu'elle peut faire, on passe à côté de
des conditions de son développement. Puis les conditions de son développement, c'est j'ai voulu créer un système qui automatise un certain type de tâches parce qu'on est dans le jus puis qu'on veut optimiser quelque chose. C'est ça le problème. C'est on utilise l'IA parce qu'on est dans le jus. Bon, ça, c'est ma première résolution, c'est mon manuel du mon manifeste du techno-optimisme au sens de quelles conditions ça prend pour que ça vale la peine. Ensuite, ma deuxième résolution, c'est, puis là, peut-être, Marie-Ève, tu pourras en parler à tes profs, c'est que dans tous mes cours, puis je donne des cours au pré-universitaire, au bac, puis à la maîtrise, dans tous mes cours, moi, c'est un embargo systématique sur tout type d'intelligence artificielle à l'école. Comment ça? Parce que je pense que ça n'aide pas les étudiants. Parce que je pense que ce qui est valable dans l'IA, c'est si tu as déjà les compétences pour l'utiliser. Puis, par définition, mes étudiants, mes étudiantes, s'ils viennent à l'école, c'est souvent parce qu'ils ne possèdent déjà pas ces compétences-là. Ils viennent les chercher. Fait que, de mon point de vue à moi, si l'IA générative fait en sorte de déplacer la compétence vers la métatâche, donc l'activité critique autour de l'IA, alors il faut que j'enlève l'IA de la classe pour pouvoir travailler sur la compétence critique. Ouais. Une compétence critique, ça ne s'enseigne pas dans un cours théorique magistral de 45 heures. Là. C'est une compétence transversale qui prend des centaines, des milliers d'heures à mettre en place. C'est pas simple. Fait que moi, je l'interdis, mais je le dis à mes étudiants. Je le sais que vous n'allez pas respecter ça, puis je ne suis pas capable de faire valoir mon interdiction, mais c'est un statement. Ça ne vous rend pas service de faire ça. Pas à l'école. Sur des usages professionnels, fine. Puis ça, je vais continuer. Puis ça m'amène à dire la troisième résolution, puis après ça, je vous laisse tranquille. La troisième résolution, c'est que cette année, je veux aussi produire quelque chose. Cette production-là, c'est aussi d'identifier les conséquences de l'IA générative sur les conditions de travail du corps professoral. Fait que pas sur l'organisation du travail, pas sur leur méthode pédagogique, mais qu'est-ce que ça fait sur nos conditions de travail comme enseignant puis comme enseignante. Puis dans le moment, les échos que j'ai, là, c'est pas cool. Je sais que les profs aiment pas ça. C'est vraiment pas cool. Puis c'est pas cool juste parce qu'on a l'impression que les étudiants trichent. C'est pas cool parce que ça enlève le sens de notre travail. C'est pas cool parce que ça intensifie d'une manière phénoménale notre travail. Là. Il faut faire plus de jobs de correction, il faut faire plus de jobs de surveillance, il faut tout le temps s'adapter à une technologie qui n'arrête pas de changer. C'est comme une espèce de mandat qui est un peu difficile. Puis d'un point de vue des conditions de travail, il y a des demandes qui sont contradictoires. On doit évaluer des enseignements en même temps qu'on autorise l'utilisation de logiciels qui, par définition, ne peuvent pas être détectés. Ben oui. C'est une contradiction dans les termes. Là. Ce qui fait que juste d'un point de vue de notre description de tâche, des fois, ça devient problématique. Ce qui fait que moi, je pense que l'intelligence artificielle générative a des impacts sur les conditions de travail puis que ça, on y pense pas assez. Marie-Ève, est-ce que... il y a Stéphane qui voulait... Ouais, je voulais rebondir sur ce que tu disais là, sur les connaissances et le fait d'avoir déjà les connaissances avant d'utiliser ChatGPT. Et ça reprend un petit peu l'acronyme qu'a fait là de Véronique. C'est, moi, je l'ai utilisé pour faire du code, par exemple du code informatique. Et c'est génial, ça va très très vite. On peut faire plein de codes informatiques avec de l'IA. Mais si on ne connaît pas le code, eh ben en fait, il y a plein d'erreurs ou plein de choses qui sont générées qui sont pas le comportement attendu ou souhaité lors de la demande. Et on se retrouve avec quelque chose qui paraît fonctionner, mais qui n'est pas ce que j'aurais fait moi en tant que développeur réellement. Et donc, même si un jour peut-être ça sera corrigé, mais aujourd'hui, en tout cas, il est nécessaire d'avoir la connaissance pour pouvoir valider et corriger peut-être ce qui a été produit. Oui, développer la compétence avant d'utiliser des outils qui prétendent remplacer ces compétences. Moi, j'avais utilisé Elicit. Marie-Ève connaît bien l'outil Elicit. J'ai posé une question sophistiquée à Elicit, puis je me suis fait produire un rapport par Elicit. Puis le rapport qu'on m'a produit, là, je pense que ça m'a pris l'entièreté de ma thèse à développer ce genre de compétences-là. Tu sais, aller chercher de la littérature pertinente, analyser, synthétiser, écrire à ce propos-là. Puis quand j'ai vu ça, je me dis, une chance que moi j'ai développé ces capacités-là, là, parce qu'un étudiant qui se retrouve avec ça livré, là, comment il va faire pour développer ces capacités-là s'il y a un outil qui est aussi simple à côté de lui, qui peut lui produire exactement ce que ça lui aurait pris quasiment 3 ans à produire. Je ne sais pas, je suis un petit peu, c'est ça, le techno-optimisme, je suis un petit peu techno-alarmiste dans cette voie-là. Véro, tu voulais relancer? Oui, bien, on commence à l'observer sur le marché du travail aussi. Hein, les étudiants qui sont
passé par une formation où ils ont beaucoup utilisé ces outils-là. Donc, on voit quelques situations où on se rend compte qu'en fait, l'analyse, ils l'ont pas fait eux-mêmes, là. Pas une seconde, parce qu'aussitôt qu'on pose une question qui sort un peu de ce qu'il y a dans le tableau, ben, ils savent pas répondre. Donc, pis ça, ben, c'est pas facile parce que ça fait en sorte qu'on se dit, bah, tant qu'à prendre un junior, je vais le faire moi-même avec ChatGPT. Puis là, ben, c'est avec tout ce que ça entraîne pour la société, là. Donc. Ben, on remarque que les places en stage diminuent. Ben oui. Parce qu'il y a plein de monde qui font ça. Ah là, il va falloir que je gère le stagiaire, ça va vraiment être long. À la place, je vais le faire avec ChatGPT, puis je vais le valider après, ça va être pas mal plus vite. Ben oui. Les postes de nouveaux diplômés de juniors fondent dans certains secteurs d'activité, notamment dans les secteurs liés à la programmation pour au code, là, parce que les seniors peuvent accomplir plus à l'aide de ces outils-là. Fait que là, je me trouve dans des cours. Tu sais, c'est des cours. C'est un bac en administration. Là. Fait que, tu sais, c'est des étudiants qui vont sortir de là avec une espèce de palette de compétences très, très diversifiées puis qui vont pouvoir travailler très rapidement. En tout cas, c'est ça qu'on imagine, s'intégrer très rapidement à une organisation dans plein de postes de nature différente. Là. C'est un peu ça le principe là, de ce bac-là. Tu sais. Puis là, je me trouve avec des questions comme Monsieur Plamondon, c'est quoi les compétences qu'il faut que je développe pour arriver sur le marché du travail avec l'expérience d'un senior? Oui. Je veux dire, on leur rend pas service avec ça. Je le sais, je suis tannant, là, mais je le dis. Ouais, là, mais eux, ils se sont pas rendus service non plus pendant leur formation, là, parce que ils l'ont beaucoup utilisé, là. Donc, c'est sûr que faut bien l'admettre, là. Moi, quand je demande quelque chose à un nouveau, ce qui me sort, c'est ce que j'aurais avec ChatGPT. Ben, c'est lui qui se rend pas service, non. Ouais. Les dernières générations qui sont sorties, ça aide pas non plus, là. Mais moi, je remets, c'est sûr qu'ils ont une part de responsabilité, mais moi, je la mets beaucoup sur l'environnement aussi. Là. Si vous regardez toutes les politiques institutionnelles d'utilisation de l'IA dans les universités, là, c'est à peu près tout pareil. Utiliser l'intelligence artificielle de manière responsable, mais by the way, voici ce que ça peut faire pour vous. Lire, synthétiser, résumer, vous aider à être créatif. C'est toutes des tâches qui sont liées au processus d'apprentissage qui, soudainement, le signal qui est envoyé, c'est un usage légitime si votre professeur le permet. Puis le professeur pourrait le permettre si c'est légitime en fonction de l'alignement pédagogique. Puis l'alignement pédagogique est correct si ça développe des compétences. Puis en bout de ligne, on se retrouve avec des étudiants qui sont, comme tu le décris, puis c'est pas que de leur faute, c'est un enjeu collectif. C'est vraiment un enjeu collectif. Là. Ils sont dans le jus, ils sont préoccupés, ils ne sont pas dans une situation. Je veux dire, ils se font dire que c'est la fin du monde qui arrive à tous les 3/4 d'heure. Là. Mais Marie-Ève a raison, ça replace. C'est des questions super importantes. Là. C'est quoi les compétences dont on place la question à l'université? C'est quoi les compétences qu'on souhaite développer? C'est quoi les approches pédagogiques? Donc, c'est des questions réelles, essentielles. Ça nous replace dans notre posture de c'est quoi un prof? À quoi ça sert? À l'université? À quoi ça sert à l'université? C'est quoi les compétences? Puis si on veut vraiment développer telle compétence, de quoi les étudiants ont-elles vraiment besoin pour développer ces compétences-là? Là? Donc, c'est essentiel ce qui se passe. Des effets pervers réels, là, ChatGPT permet de générer des lettres de présentation puis des CV en quantité industrielle. Fait que les organisations reçoivent beaucoup plus d'offres de candidature qu'avant. Qui font traiter par une machine. Ça devient tellement un peu pointless que chez des gros employeurs, par exemple dans des firmes conseils comme Deloitte puis McKinsey, souvent, ils vont garder juste les CV qui viennent des écoles ou des programmes qui sont réputés comme étant les plus difficiles, où ils vont essayer de trouver les étudiants ou les candidatures qui ont 2 bacs. Je veux dire, là, tu viens de crémer, tu es en haut de la petite pyramide là, de la population, puis toutes les autres qui sont là à avoir des aspirations académiques, à vouloir se chercher une job, mais qui ne peuvent pas rentrer dans les grandes universités, qui n'ont pas accès à des ressources pour faire des études supérieures dans des programmes super cotés, puis etc. Eux autres sont pognés avec quoi? ChatGPT. Marie-Ève, tu allais ajouter quoi? Non, mais j'allais ajouter, j'ai zéro, comme tout le monde, j'ai zéro réponse à ces enjeux-là, mais je partage les inquiétudes. Je trouve qu'un des enjeux, quelque chose, je pense quelque chose qui complexifie beaucoup la réflexion, c'est la question du rythme.
l'humain, puis a besoin de temps si on veut faire des changements de culture, des changements de paradigme, si on a besoin de réfléchir à des fondements, ça prend du temps. Ça se fait pas sur un coin de table dans une réunion où là, on va réécrire tout ça, puis ça va être beau. Mais l'accélération technologique, elle est tellement rapide qu'il y a cette tension-là, de mon point de vue, qui ajoute à la situation. Puis simplement pour l'anecdote, je réenseigne après 3 ans là, cet hiver. Donc là, je suis en train de potasser mes évaluations. Et c'est clair, je le savais, mais là, j'ai les pieds vraiment dedans, là. C'est vraiment pas simple, puisque ce dont tu parlais, là, Frédéric, la complexification de la tâche. Mais oui, pour moi, c'était déjà clair, puis là, c'est doublement clair. Je m'enlignais même pour faire des entretiens oraux pour un cours en formation à distance, mais quand le nombre de personnes inscrites est arrivé à 95, j'en ai 200, j'ai rétro-pédalé. 200 euros, là, ça risque de se complexifier. En tout cas, les problèmes sont... Donc, oui, c'est pas simple. Mais j'aimerais ça qu'on raisonne quand même. Mais je comprends, Frédéric, que tu sais, l'institution puis la société a une part de responsabilité autour de ça, mais il reste que quand ils arrivent à l'université, ces gens-là, c'est des adultes, là. Donc, tu sais... Mais je vois, Maria, c'est des adultes. C'est des adultes, mais ils sont pas tous... tous les adultes sont pas tous égaux, là, je dirais. Il y en a qui arrivent avec justement des manques de compétences, sont là pour se former. Il y en a qui sont déjà capables d'écrire une thèse, sont au bac. Là. Fait que, tu sais, ils sont tous adultes, mais ils sont pas tous égaux. Mais j'aime pas qu'on les déresponsabilise là-dedans non plus. Je pense qu'il y a une part de responsabilité dans l'organisation, mais faut pas qui pensent qu'ils s'assoient là, puis c'est la société qui est comme ça. Là. Ils ont quand même une part de responsabilité là-dedans. C'est des adultes rendus à l'université. Là. S'ils décident d'utiliser ChatGPT dans le cours de Frédéric à la place de développer leurs compétences, on va s'en rendre compte sur le marché du travail, puis on va pas les garder. Là. Puis à un moment donné, c'est un peu de leur faute. Là. Ouais, mais en même temps, tu sais, moi, à 21 ans, j'étais bien gentil, mais j'étais un peu cave. Là. Moi aussi. Tu sais, au sens où c'est des adultes, c'est vrai, mais c'est des adultes de 21 ans. C'est sûr qu'on peut... Mais moi aussi, puis là, je dis pas, mettons, au primaire ou au secondaire, mais oui, moi, au cégep, mon cégep, il a été un petit peu plus long que le reste des gens, là, puis j'ai appris par moi-même que, fallait que je travaille, là, puis je passe à travers. Fait que, tu sais, c'est moi qui ai subi les conséquences de ce que j'ai fait, là. Fait que, tu sais, c'est ça. Ils ont leur part de responsabilité là-dedans, quand même, là. Ouais. OK, on fera pas le tour. Je vous ai laissé aller parce que c'était vraiment fascinant. Puis c'est sûr que ça parle d'enjeux qui me préoccupent aussi à l'université. Je vais vous faire mes résolutions pour faire la transition vers la fin de l'année. Les miennes, j'ai écrit 3 pages de résolution. Je vais juste vous en lister quelques-unes. J'avais écrit plus de critiques du techno-optimiste naïf. Plus de critiques du techno-alarmiste naïf. Parce que les deux, pour moi, les deux servent... les deux types de discours servent à la bulle spéculative. Là. C'est-à-dire qu'il y en a un qui dit « Fais attention, il y a un problème immense qui s'en vient », puis il y a l'autre qui dit « Le potentiel est immense, puis ça s'en vient », puis les deux essaient d'avoir de l'argent pour créer la technologie puis pour le résoudre. Donc, on dirait que ça sert plus à... Les deux types de discours servent plus à générer des profits que vraiment créer des vraies solutions à des vrais problèmes. J'avais écrit plus de techno-réalisme. Dans le podcast aussi, là, je fais l'effort d'essayer qu'on se concentre sur le vrai potentiel d'IA, de l'IA. Je dis ça aussi. L'IA aussi, je dis ça. Donc, le vrai potentiel. Essayer de faire ensemble, on est 6 autour de la table, là. Essayer ensemble de trouver c'est quoi le vrai potentiel. Pas juste se laisser lancer de la poudre aux yeux. Essayer de voir c'est quoi le vrai potentiel, c'est quoi les vrais problèmes. J'avais noté dans ce podcast 2026, moins de LLM, plus de physical AI. Donc ça s'en vient. On voit que les LLM, c'est une technologie, en tout cas pour les experts, ça semble être une technologie qui est en train de plafonner. Puis on se retourne, l'équipe de Lequin, c'est vers ça là, que ça semble se tourner vers l'IA concrète, où on a des outils en IA qui sont plus à même de saisir le réel, le concret, le changeant, notre monde. Donc ça, c'est quelque chose que je vais surveiller.
parler plus dans le podcast de certains champs d'application. On n'en a pas encore parlé, là, mais géomatique, géospatial, agriculture, foresterie, hydrologie, urbanisme, c'est vraiment de l'IA qui est tournée vers le monde, le concret. Puis il y a sûrement des pistes et des experts à rencontrer. C'est une promesse. Et donc, en 2026, plus réaliste, plus concret, essayer d'identifier l'IA qui répondent à des besoins. En ce moment, les besoins de l'intelligence artificielle, c'est des besoins en matière de vérité. Être capable de discerner le vrai du faux, c'est ça le défi en ce moment avec l'intelligence artificielle. Créer des faits, donc parler des vrais problèmes en IA, parler des vraies technologies, parler du vrai potentiel. Ce sont mes résolutions, mes promesses. On verra dans un an si les promesses sont tenues ou non. Écoutez, ce sera tout pour notre épisode de fin d'année d'IA Café. On prend une pause de notre côté pour le temps des fêtes parce que c'est nécessaire de prendre une pause, les amis. En tout cas, de mon côté, là, je commence à avoir la langue à terre, comme on dit. Là, on est dans cet esprit-là en ce moment. Et on vous retrouve de l'autre côté du temps des fêtes. Prochain épisode, ce sera autour de la 2e semaine de janvier 26. Patience. Vous êtes capable de nous attendre jusqu'au retour de la 2e semaine 2026. Allez jouer dans la neige. En attendant, là, l'hiver en IA, ça s'en vient. Là, aussi bien se pratiquer à aimer un peu l'hiver. Ils étaient 6 avec moi aujourd'hui. Véronique Tremblay, merci. Merci. Stéphane Minéo, merci. Merci. Merci à vous. Frédéric Plamondon, merci. De rien, pas tout. Shirley Plumera nous a quittés entre-temps. Vous le voyez pas, mais nous autres, on voit son beau sapin de Noël qui scintille devant vous comme qui crépite comme les yeux des étudiants de Marie-Ève Vachon-Savary. Merci, Marie-Ève. Merci tout le monde. Et Benjamin Leblanc, merci. Merci à toi, Jean-François. Excellente année 2026. Prenez grand soin de vous. Votre hôte, Jean-François Sénéchal. Merci d'être là à chaque épisode. On se revoit au prochain épisode. Et d'ici là, on rêve peut-être de moutons électriques. Allez, bye-bye.